Madame, Monsieur, bonsoir. En vedette ce mardi, construction du Cameroun moderne, dernière couche de peinture selon la Constitution. La mise en place des conseils régionaux constitue l'aboutissement des réformes prévues par la loi fondamentale, couronnement de l'idéal politique selon Paul Biya. Portes ouvertes sur les régions dès l'entame du 20h30. Calendrier politique, réglage des horloges à l'heure des régions. Adhésion et mobilisation de la classe politique depuis la convocation des collèges électoraux en vue des régionales du 6 décembre prochain. Concert de réactions à suivre dans le cours du journal. Et puis insertion socio-professionnelle, le brevet des techniciens supérieurs à l'épreuve de l'emploi. Les diplômés sont-ils plus nombreux à l'entreprise ou au quartier? L'enquête du soir livre ses résultats dans cette édition. Voilà pour les titres. Je vous raconte les nouvelles en détail après ce message du chef de l'État. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Le Cameroun est en marche au rythme de ses institutions. Après l'avènement du Sénat en 2013 et du Conseil constitutionnel en 2018, bientôt les conseils régionaux et ce sera le parachèvement de la mise en place des structures politiques prévues par la Constitution du 18 janvier 1996. Symbole et signification de ces réformes, Séverin Legambélé. De la lecture de la Constitution du 18 janvier 1996, il faut retenir, et c'est d'actualité, la mise en place des institutions appropriées, respectant la forme de l'État. L'article 1er de la Constitution précitée dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. De ce point de vue, il faudra avoir à l'esprit le rapport centre-périphérie, c'est-à-dire le pouvoir central qui relève de l'État unitaire et puis la décentralisation qui renvoie aux compétences locales. Nous y sommes avec l'aboutissement de la mise en place des régions. De 1996 à nos jours, les spécialistes du droit parlent aussi d'une certaine rénovation des institutions républicaines. La mise en place du Sénat consacre une double lecture des textes de loi, un double contrôle de l'action gouvernementale, ce qui crée donc, de ce point de vue, plus de contrôle, plus d'efficience et plus d'efficacité. Donc vous avez, de ce point de vue, le bicaméralisme du Parlement comme rénovation institutionnelle de 1996, nous y sommes. Vous avez de ce point de vue le Conseil constitutionnel qui a été en activité. L'architecture institutionnelle a beaucoup changé au Cameroun. Elle sera à coup sûr complétée avec la création de la Haute Cour de justice. Les dispositions transitoires et finales de la Constitution de 1996, notamment l'article 67 alinéa 1, prévoient tout de même la mise en place progressive des nouvelles institutions de la République. Avec la convocation des collèges électoraux, tous les intervenants du processus ont en ligne de mire la tenue du scrutin. Voici les étapes successives et les spécificités de cette élection inédite dans le contexte démocratique camerounais. C'est dans ce reportage que signe Agnès Solange-Abessolo. Les partis politiques et les autorités traditionnelles ont 15 jours pour déposer leur candidature dès lors que les collèges électoraux sont convoqués. Il revient ensuite à l'instance chargée des élections de publier les listes des candidats. Maintenant, on doit s'attendre à ce que nous puissions constituer les listes de ceux qui vont être les électeurs dans les collèges électoraux et les représentants des chefs traditionnels. Quand on a donc fait ce travail, on prépare aussi à recevoir les candidats et les candidatures. Les candidats dont les listes seront rejetées auront 5 jours pour déposer leur recours auprès des tribunaux administratifs de chaque région. Et l'ECAM aura 7 jours ensuite pour se prononcer. Pendant qu'il y a le contentieux, nous on continue à travailler pour qu'on soit prêt. Pour donc on s'assure qu'on prépare les PV de dépouillement, les feuilles de pointage, les décisions qui organisent les bureaux de vote, il y a tout ce travail. Après le contentieux préélectoral, Elections Cameroun disposera de 3 jours pour publier les listes définitives et les cartes seront distribuées 20 jours au plus tard avant le scrutin du 6 décembre.
Parmi les acteurs du processus électoral figure en bonne place le ministère de l'administration territoriale. Son encadrement est garanti, de même que tout l'accompagnement pour un déroulement du scrutin dans l'ordre et la sécurité. Assurance du ministre Paul Atangandji qui donnait hier un point de presse à Yaoundé. Augustin Guizana. C'est d'un ton ferme que le ministre de l'administration territoriale est venu rassurer l'opinion publique des dispositions prises avant, pendant et après les régionales de 2020 par son département ministériel. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans les processus électoraux, accompagnera comme d'habitude l'échéance à venir en mettant à la disposition de Elections Cameroun Elekan tous les instruments légaux, notamment le fichier de la chefferie traditionnelle dans les délais prescrits par la loi en vue d'une élection transparente et crédible. Tout en rappelant les missions dévolues au MINAT, Paul Atangandji a mis en garde les fauteurs de troubles. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. En démocratie, tout le monde le sait. La légitimité politique ou républicaine s'acquiert dans les urnes et non à travers les réseaux sociaux ou dans la rue. Pour Paul Atangandji, qui s'y frotte, s'y pique. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. Je crois avoir été suffisamment clair, a-t-il lancé. On ne peut pas être plus clair, Augustin Guizana. Au sujet de la tenue de ces élections, les réactions tombent en continu 24 heures après le décret du chef de l'État. Les principales formations politiques saluent la convocation des collèges électoraux. Le RDPC et l'UNDP préparent déjà ce scrutin qu'ils attendaient. Éric Benjamin Lamère. Le RDPC, principal parti de la majorité, est naturellement satisfait de la tenue des élections régionales le 6 décembre prochain. Il s'agit, pour le parti du flambeau ardent, du parachèvement du processus de décentralisation porté par son champion. Le RDPC est très heureux. C'est un décret historique. Ces élections régionales ont pour soubassement la décentralisation accélérée. Donc c'est un coup d'accélérateur que le chef de l'État donne relativement au problème de la décentralisation. Bien que disposant d'une confortable majorité dans les conseils municipaux, le RDPC n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Le RDPC, c'est qu'en matière de sciences politiques et de politique appliquée, il faut absolument ratisser, quadriller le terrain politique, convaincre, séduire, charmer même. À l'UNDP, on salue également la tenue des régionales qui était attendue pour accélérer la décentralisation qui est au cœur du projet politique de ce parti depuis des lustres. La décentralisation a toujours été une des préoccupations de notre parti. Déjà à la tripartite de 91, la délégation de l'UNDP n'a parlé que de la décentralisation. Et il faut aussi vous rappeler que c'est la ténacité des députés UNDP à la première législature tripartite de 92-97 qui a permis l'inscription de la décentralisation dans la constitution du pays. Pour ces régionales 2020, les ambitions de l'UNDP sont claires. Conquérir la majorité dans la région de l'Adamawa et glaner des sièges de conseillers dans les autres régions. Le PCRN de Cabral-Libye fera part de sa réaction ce mercredi au cours d'un point de presse au siège du parti ici à Yaoundé. Point de presse que nous suivrons naturellement à la CRTV. Les sénateurs, pour la plupart, se réjouissent de savoir qu'après le scrutin du 6 décembre prochain, les conseils régionaux seront constitués, marquant ainsi l'ultime étape de la mise en place des organes de la décentralisation. Suivons leur réaction dans ce reportage de Mathieu Kemgo. Avec l'élection annoncée des conseillers régionaux, les sénateurs, représentants des collectivités territoriales décentralisées, se réjouissent de disposer ainsi de tous les éléments de cette représentation. Jusque-là, nous n'avons fonctionné qu'avec les conseillers municipaux. Maintenant, je crois que la mise en place du conseil régional vient compléter tout le processus. Cette élection viendra aussi compléter le collège électoral pour l'élection des sénateurs. L'élection des sénateurs aura plus de valeur parce que les sénateurs seront désormais élus par
les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Les sénateurs disposeront donc de nouveaux interlocuteurs pour leurs initiatives sur le terrain. Ces élections viennent accélérer le processus de la décentralisation au Cameroun et surtout dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Les conseillers régionaux issus du prochain scrutin seront particulièrement convoités par les sénateurs. Les acteurs politiques de la région du littoral, pour leur part, saluent l'acte présidentiel qui consacre la participation des populations à la gestion des affaires de la cité. Voici du reste quelques réactions captées et rassemblées dans ce reportage de Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral à Douala. Depuis des années, ils ont épousé l'esprit et le corps de la décentralisation. Ils ont suivi l'évolution du processus et la convocation des collèges électoraux en vue des régionales du 6 décembre prochain n'est pour eux que le parachèvement d'une action légale bien conduite. Enfin, le Cameroun va traverser une nouvelle étape qui vient compléter l'arsenal même de la décentralisation. Une légalité et une cohérence également relevées par Anissé Ekane du Manidem. Le Manidem lui-même, d'une manière ou d'une autre, participera à cette échéance. Il y a la campagne, il y a peut-être des alliances. Les hommes politiques du littoral demandent par ailleurs une application ferme de la loi contre toute personne qui perturberait le déroulement de ces élections régionales. En la matière, force doit revenir à la loi. Alors où le Cameroun, ce n'est pas un État, où il est un État, et s'il est un État, il va démontrer à ceux qui pensent qu'il n'est pas un État qu'il en est un exactement. Les manœuvres ont déjà débuté dans les états-majors des partis politiques afin de faire du littoral le plus grand théâtre de ces joutes démocratiques. Du côté des régions du centre, du sud et de l'est, la convocation des collèges électoraux pour les régionales du 6 décembre prochain parachève selon les différentes réactions la marche du Cameroun vers la mise sur pied d'institutions à la fois fortes et démocratiques. Ces réactions sont rassemblées dans cette mouture de Sadou Mamoudou. L'élection des tout premiers conseillers régionaux est la preuve irréfutable de ce que la République du Cameroun a un bon capitaine au gouvernail. C'est l'avis des principaux acteurs de cette toute première consultation dans la région du centre. Là, c'est la mise en œuvre, l'accomplissement total du processus de décentralisation. Pour ceux du soleil levant, les appels au boycott et à l'insurrection sont aux antipodes de l'époque et préoccupations des Camerounais. Ceci va nous permettre de décider désormais sur les projets qui concernent nos villages. Un retour dans le sud et l'appel à une participation massive à ces toutes premières élections régionales est assourdissant. Pour ses concitoyens, il faut tourner le dos à certains leaders politiques en panne d'inspiration qui ont disparu de la scène depuis les dernières législatives et municipales et s'acquitter de son droit et devoir civique. Nous allons aller aux élections, qu'on ait un président régional, qu'on ait un conseil régional. Les pouvoirs publics jurent la main sur le cœur la garantie d'un bon déroulement et encadrement des opérations électorales avant, pendant et après le scrutin du 6 décembre 2020. Et pour le reste de l'actualité, le maire de la ville de Yaoundé n'est pas content du tout face aux constructions désordonnées à travers la capitale. Après plusieurs avertissements, Luc Atana Messi est finalement descendu avec des engins ce mardi au quartier Messa Mindongo. Déguerpissement, désarroi et casse dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Des pelleteuses en action, des habitations construites de manière anarchique, détruites au carrefour Messa Mindongo. C'est le spectacle ahurissant auquel les populations de ce quartier assistent impuissants ce mardi 8 septembre 2020. Même les larmes des propriétaires des lieux ainsi incriminés n'arrêtent pas la furie des engins démolisseurs. Les propriétaires de toutes ces constructions détruites ont au préalable reçu des mises en demeure. C'est le cas de cette alimentation appartenant à cette dame, sommée de libérer les lieux à maintes reprises. Il est ainsi reproché aux propriétaires de ces bâtiments le non-respect des normes de construction en vigueur au Cameroun. Pour preuve, cette terrasse construite sur une bouche d'eau qui date des années 1978. Et juste à côté, une quincaillerie située à moins de 30 mètres de la route et obstruant les installations de la Société nationale d'électricité. Environ une centaine de bâtiments sont concernés par cette phase de répression de la mairie de la ville de Yaoundé. Même les lieux d'habitation qui ne respectent pas les normes en font partie.
Les casses ainsi menées par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, se poursuivent jusqu'en Simalène. Le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Cameroun a entamé ce mardi une tournée de prise de contact avec les membres du gouvernement. Corinna Frique a été reçue en audience tour à tour par le ministre des Forêts et de la Faune et par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Avec Jules Doré Ndongo, les échanges ont porté sur la coopération en matière de protection des forêts et ressources naturelles. Et avec Achille Basiliquin III, il était question, entre autres, de la mise en place d'un cadre permettant le développement des petites et moyennes entreprises. Demain sera lancée au siège de Synergies africaines la 18e édition de la campagne Vacances sans sida. En prélude à cet événement, Synergies africaines vient de tenir une session de formation des pères éducateurs. Le contexte est inédit cette année du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Joseph Clément Onga. L'air studieux, les 125 pères éducateurs soumis à un recyclage au siège de Synergies africaines s'imprègnent du contexte qu'impose le coronavirus à l'édition 2020. VIH ou Covid-19, vous pouvez vous protéger, rester en vie. Le thème retenu cette année est en lui seul un mode opératoire. Nous avons mis un accent sur la sensibilisation à travers les réseaux sociaux. Les approches seront plus des entretiens individuels. Masque au point, ces pères éducateurs faisant partie des 600 devant sillonner villes et campagnes du Cameroun pendant 2 semaines en vue de réduire le risque de contamination au VIH, révisent également les mesures barrières. Malgré le coronavirus, la menace du sida reste réelle, semble nous rappeler la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, initiatrice d'une campagne qui a vu le jour en 2003. Vacances sans sida est donc rendue cette année à sa 18e édition. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Un geste barrière et nous prenons tout de suite la route du centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé au quartier Messa. Le point de presse sur l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun portait ce soir sur les différentes stratégies de dépistage massif expérimentées jusqu'ici. Et nous retrouvons tout de suite Franck Evina en compagnie de son invité. Franck, bonsoir. Bonsoir à vous, Romuald. Dans cette lutte acharnée contre le coronavirus, le gouvernement du Cameroun réajuste sa stratégie de riposte en fonction de l'évolution de la pandémie, mais aussi en fonction des comportements observés au sein de la population. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la stratégie de dépistage, on est passé au début de la pandémie à l'existence de quelques centres de dépistage fixes dans certaines grandes villes, à leur multiplication à travers le Cameroun. Et en ce moment, ce qui est adopté et implémenté comme démarche par le ministère de la Santé publique, ce sont les caravanes mobiles de dépistage. Nous en parlons notamment avec notre invité du soir, le docteur Joseph Fokam, qui est virologue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Franck. Alors, 2 types de tests sont utilisés dans les différentes stratégies de dépistage au Cameroun. Le TDR, test à résultat rapide, et puis il y a aussi le test PCR. Quelle est la différence fondamentale entre ces 2 types de tests? Évidemment, Franck, à la lumière des études menées au Cameroun, nous avons observé 2 différences majeures entre le test rapide et le test de PCR. Le test rapide fait un rendu de résultats entre 15 et 30 minutes, alors que le test de PCR fait un rendu de résultats sous 24 heures, plus ou moins. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que le test de diagnostic rapide, grâce à sa bonne valeur prédictive positive,
permet de dépister en temps réel sur le terrain les personnes qui sont à haut risque de transmission du coronavirus. Alors que le test de PCR, qui lui a une très bonne sensibilité, permet donc de confirmer le statut de toute personne qui serait passée négative au test rapide antigène. Et grâce à cette approche qui est mise sur le terrain, nous n'échappons presque pas aux personnes qui sont porteurs du coronavirus dans notre contexte. Alors, docteur, en ce moment, le gouvernement du Cameroun implémente une stratégie de dépistage développée basée sur les caravanes mobiles de dépistage, donc des opérations de proximité. Quel effet sur la courbe épidémiologique dans notre pays? Justement, quel effet sur la courbe épidémiologique? On s'est rendu compte qu'en communauté, on a environ 50% des personnes qui portent le coronavirus qui sont asymptomatiques. Alors pour les dépister, il faut un caravane mobile. Et ces personnes asymptomatiques ont une charge virale très élevée. Et donc par conséquent, dans nos caravanes mobiles, on va vers des personnes qui n'ont aucun symptôme. Ça permet donc de trier en communauté ceux qui ont une charge virale élevée et donc à haut risque de transmission. Ce qui a donc permis au Cameroun de traquer, de confiner ceux qui sont à risque de transmission, raison pour laquelle, grâce à la caravane mobile, on a pu baisser la courbe épidémiologique du coronavirus au Cameroun. Et si on continue avec cette meilleure approche et aussi les mesures barrières, on pourrait, dans un futur très proche, éliminer le virus dans notre pays. Merci à vous, docteur Joseph Fokam, virologue. Je rappelle que vous êtes en service au Centre international de référence Chantal Biya, ici à Yaoundé. Romuald, avant de vous retourner l'antenne là-bas en baladeux, permettez-moi de vous révéler quelques chiffres donnés au cours du point de presse de ce soir. Les caravanes mobiles de dépistage, justement dans la région du centre, ont permis de tester jusqu'ici environ 3000 personnes. Et parmi ces 3000 personnes, 194 ont été déclarés Covid+, et rapidement intégrés dans le circuit de prise en charge. Et c'est là l'objectif recherché par le ministère de la Santé publique, car, comme l'a dit le docteur Linda Esso, qui a donné le point de presse ici au COUSP, plus tôt la maladie est découverte, plus grandes et moins onéreuses sont les chances de guérison. À vous, Baladé. Merci Franck, et nous nous quittons donc sur ces chances de guérison qui sont une bonne promesse pour l'ensemble des Camerounais. Après l'enchantement du succès suit souvent le désenchantement pour de nombreux titulaires du brevet de technicien supérieur, et pour cause, les portes de l'emploi ne s'ouvrent pas logiquement. Nos reporters constatent, chiffres à l'appui, que le taux d'insertion de ces diplômés est particulièrement faible. C'est l'enquête du soir, votre nouvelle rubrique dans le 20h30. Barbara Padjama. Leurs diplômes en tête, ils se sont projetés sur le marché de l'emploi. À chacun son expérience. Serge Olivier quitte Équateur, maintenancier des systèmes informatiques à le plus âgé BTS des 4 profils. En 2008, j'ai compris qu'il était temps de me prendre en main. Fatigué des opportunités clandestines, il voit grand. Grand comme ce passionné de journalisme qui fait parler ses capacités, même si le gain reste discutable. Les stages s'accumulaient, je vis chez moi, je m'occupe de ma petite famille. À 19 ans, Chrislène est l'une des lauréates du BTS session de juin dernier. Un résultat qui ouvre en elle un débat. Je souhaite continuer en licence, ensuite le master, pourquoi pas le doctorat, pour avoir aussi un statut assez élevé. Avec ce brevet technique, certains affirment trouver seul où l'herbe est verte. C'est facile pour moi-même d'abord de maîtriser ça et faire seul. Les aider à se faire recruter ou à créer leurs entreprises à la fin de la formation, pour nous, elle n'est pas très satisfaisante. Dans les instituts, en moyenne, 30% de diplômés sont recrutés. Et seulement 10 se mettent à leur propre compte. C'est parti pour les corrections des copies des examens officiels relevant du GCE Board, session 2020. Le coup d'envoi a été donné ce mardi même à Boya par le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï. Les correcteurs viennent des 10 régions du pays et pour la première fois, cette session de correction concerne aussi les épreuves relevant de la formation professionnelle. La paix et la sécurité régneront aux frontières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux pays viennent de renouveler cette assurance au terme de 3 jours de travaux à Ebébéyine. Précision avec Pierre Evembe, notre envoyé spécial.
IBB. 3 jours de travaux et une bonne partie sur le linéaire qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale. Satisfaction totale, rien n'a été laissé au hasard car il était question de lever définitivement tous ces verrous qui bloquent l'effectivité de cette intégration sous-régionale dans cette partie de la zone CEMAC. Ce qui a prévalu pendant cette première rencontre du sous-comité des questions de défense et défense transfrontalière, c'est la reconstruction de mesures de confiance qui avait pris un sérieux coup au niveau de la frontière. Une opération réussie par les 2 délégations qui ont appliqué à la règle les très hautes instructions des présidents Paul Biya et Obiangé Mambasogo de privilégier le dialogue et la compréhension, une diplomatie qui a toujours réussi au Cameroun, et c'est dans une joie partagée que la délégation équato-guinéenne, conduite par le général de division Lamberto Nguema-Micha, chef d'état-major général des forces armées et de la sécurité de l'État, en présence des officiers généraux, de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun et des autorités administratives qui ont accompagné leurs invités, traversant à pied la frontière devant une foule immense qui n'attend qu'une seule chose, que les portes restent ouvertes pour une circulation fluide des personnes et des biens. Les travaux vont permettre aux 2 États de mutualiser leurs efforts pour sécuriser et encadrer les échanges entre les principaux bénéficiaires de ces retombées, les populations. La prochaine réunion aura lieu à Kiossi, au Cameroun, avec mention d'impliquer toutes les parties concernées par ce linéaire. À Baham, dans les hauts plateaux de l'Ouest, les travaux de réhabilitation du tronçon centre-ville Carrefour-Tsela à Badenkop sont désormais achevés. L'ouvrage réalisé par le génie militaire vient d'être réceptionné. Christelle Kémonier. Le tronçon réhabilité long de 10 km va du centre-ville de Baham, passant par le carrefour de la préfecture et traverse les villages Chengnyen, Bapi et Bapa pour déboucher au carrefour Tsela à Badenkop. Autrefois dégradé à plus de 75%, il est aujourd'hui en enduit superficiel bicouché. Cette route qui en fait elle fait 10 km, mais il faut préciser ici qu'il y a 2 km de voie double. Nous avons profité de notre présence pour faire quelques aménagements aux alentours de la ville de Baham. À ces travaux routiers s'ajoutent ceux de la tribune de Baham avec ses 300 places qui présentent fière allure. Ça nous donne la joie au cœur. Ça permet que les motos ne s'abîment plus, on n'absorbe plus la poussière. Le préfet des Hauts Plateaux appelle les populations à entretenir ces œuvres. Nous saisissons donc l'occasion pour inviter nos populations à assurer la pérennité de cet ouvrage. Le génie militaire quitte Baham convaincu que ces ouvrages serviront les populations le plus longtemps possible. Ouvrons maintenant les robinets de la Camwater avec ce constat. L'eau coulera bientôt pour les habitants des nouveaux quartiers de San Mélima dans la région du Sud. Assurance de la Société de distribution du précieux liquide en réponse aux besoins créés par l'agrandissement de la ville. Charles Abosoloba. Sur les eaux du fleuve Lobo, quartier Monavebe, une station de captage avec des équipements de pointe. L'eau recueillie ici par 3 pompes d'aspiration est renvoyée à l'usine de traitement quelques mètres plus loin. Sur les lieux, des techniciens, le cœur à l'ouvrage, se relaient pour une production en quantité et en qualité du précieux liquide. Ici, nous avons une capacité de production de 7000 mètres cubes jour. Et pour l'instant, nous n'en distribuons qu'environ 3000. En cas de coupure, nous avons un groupe électrogène qui peut prendre le relais, donc nous sommes en service continu. En ce qui concerne le traitement, nous pouvons rassurer les populations que tout se passe très bien parce qu'il y a les agents de cas qui sont outillés et il y a le contrôle qui passe pour voir la qualité de l'eau. À San Mélima, la pression démographique suscite chaque jour de nouveaux besoins en logement. La ville se développe, de nouveaux quartiers se créent. Camwater est appelé à étendre son réseau de transport et de distribution d'eau. Il s'agit d'un projet initié par le directeur général de la Camwater qui est censé couvrir tout le monde, aller dans tous les quartiers où le besoin se présente. Ici, à San Mélima, nous avons vraiment besoin, on a beaucoup de demandes. Et puis on va essayer d'amener de l'eau dans tous les quartiers qui nécessitent. Un engagement à répondre en tout temps aux attentes des clients, salué par les populations de ces nouveaux quartiers qui attendent impatiemment de l'eau potable. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir jusqu'à date du manque d'eau dans notre communauté, malgré le potentiel énorme que regorge notre communauté. On ne saurait remercier le directeur général de la Camwater pour l'initiative qu'il a lancée. Tous les voyants sont au vert. L'engagement de Camwater est ferme. La ville de San Mélima sera bientôt arrosée dans tous ses recoins.
Vous pouvez donc, si vous le voulez, prendre un verre d'eau pour la fin. Ainsi va le Cameroun ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30. Bonne suite des programmes sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.